je pense très sincèrement que l'une des choses aussi qu'il faut faire, il faut neutraliser le MINAT. Le MINAT aujourd'hui n'est plus capable, il n'est pas capable de nous rassurer, hein, n'est-ce pas, une bonne santé sociale et même des élections. Parce que comment voulez-vous qu'un monsieur qui peut, qui est peut-être la tutelle des partis politiques, même si j'exagère un peu parce que c'est pas évident, mais qui s'organise à jeter le trouble dans les partis politiques, qui s'organise à les gérer de l'extérieur alors que ce n'est pas son dada, plus grave, qui commence à sélectionner les candidats à la présidentielle alors que c'est dévolu, n'est-ce pas, à Elecam et au Conseil constitutionnel. Ça pose un problème, d'accord? Et apparemment, il n'y a personne pour l'arrêter. Est-ce que ça joue le jeu du président candidat Paul Biya? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui l'envoie, n'est-ce pas, se transformer en cobra ou bien en moulinette? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand on est bien élevé, quand on a du respect pour les compatriotes, quand on a du respect pour tout le monde, on ne menace pas en utilisant les forces publiques pour dire qu'on va transformer les autres. Même si ce n'était pas des candidats à la présidentielle, on ne dit pas ça de ses compatriotes qu'on va utiliser le moulinet pour les transformer en condiments. Pour faire quelle sauce, hein? La sauce d'arachide, la sauce de Njansan ou bien la sauce de quoi? On ne le dit pas. Et il n'y a personne qui l'arrête. J'avais bien voulu, j'avais bien voulu que le CNC, n'est-ce pas, sanctionne tous les médias où il dit ça. Très bien. On ne sanctionne pas. Il n'y a pas mieux. Hein? Ce que nous reprochons, n'est-ce pas, à la République actuelle, à la gouvernance Biya, c'est qu'il n'y a pas, ou alors il y a il n'y a pas une circulation saine des compétences. D'accord? On aboutit à une compétition malsaine où il y en a qu'on peut promouvoir. D'accord? Quand vous prenez à l'Est, il y a beaucoup de gens qu'on pouvait envoyer au Conseil constitutionnel qui n'ont pas qui n'ont pas tous les griefs là. Ça n'a pas manqué. Non. Le problème, du côté de Ange Michel Henry, par exemple. Une république qui se limite à quelques individus n'est pas une bonne république. C'est vrai que les textes du RDPC disent que le président de ce parti est le candidat naturel. Je voulais quand même dire que jusqu'à date, M. Biya n'a pas encore fait acte de candidature. Ne s'est pas encore porté candidat à l'élection présidentielle. Il y a encore assez de temps. Je le dis pourquoi? Parce qu'il me souvient que quand le multipartisme commençait dans ce pays, les militants du RDPC étaient réfractaires. Ils allaient ils descendaient dans la rue, faisaient des meetings pour dire que non au multipartisme. Et le président de la République a convoqué les a pris à contre-pied. Un congrès, et il me souvient qu'il a dit préparez-vous à la concurrence. À une éventuelle concurrence. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on fera le procès de Biya quand il va se porter candidat ou quand il ne va pas se porter candidat. Et j'appuie ce que j'ai dit au début. Si les Camerounais mangeaient à leur faim, on n'allait même pas s'occuper des aspects politiques de ce pays. Ce qui peut énerver aussi les Camerounais, c'est l'impunité et l'immunité qui règnent dans ce pays. C'est-à-dire que les gens sont énervés parce qu'on se retrouve pratiquement avec deux classes. Les riches et les pauvres. Il n'y a même pas de les riches très peu nombreux, les pauvres en grande masse. C'est-à-dire que c'est un ramassis de compatriotes qui vivent très au-dessus de... Et il y a même de l'insolence dans leur avoir et dans leur richesse. Et ils ont du mépris pour les autres. Je crois que voilà les problèmes. Et il y a le problème de Covid qui se pose en ce moment du côté du Sénégal. Il y a les gens qui sont interpellés. Il y a des ministres qui sont mal à l'aise. Mais au Cameroun, ils ont été décorés. Non, parce que on laisse le temps au temps. Je crois que c'est le véritable problème de ce pays. Il faudrait, parce que si ces gens-là sont inquiétés, il faudrait qu'on revienne sur des bases.
on nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi ou devant un certain nombre de choses, mais on se rend compte que nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Il faudrait que le régime nous fasse comprendre effectivement, parce que quel que soit ton poste, quel que soit ton statut, s'il est prouvé que tu as détourné, que tu as volé, tout cela relève des deniers publics. Il faut répondre d'un certain nombre d'agissements qui ne sont pas propres à, pas l'enrichissement, mais à ce que tous les Camerounais soient à l'aise. Parce que si on ne se retrouve pas avec des gens qui prennent les sous, ils confondent les caisses de l'État avec leurs poches, avec les biens de leur famille. Et moi je crois que c'est des petites choses à reprocher à cette gouvernance. C'est-à-dire, si le partage était bien fait, parce que la colère du peuple est due au fait que le peuple a faim. Et je continue à dire que quand l'économie marche, l'aspect politique même de la chose, on ne regarde pas beaucoup de ce côté-là. Un peu comme on dit aux gens, quand les Lions gagnent, on oublie d'abord qu'on a fait, on oublie nos soucis. Les gens de deux partis différents s'embrassent sur l'air de jeu parce que, bon, pendant ce temps-là, on oublie un peu les réalités du pays. Donc, qu'on partage, que chaque Camerounais, que tous les Camerounais se sentent concernés par la richesse parce que ce pays est riche. Très bien. Mais cette richesse appartient à quelques-uns, pas à tout le monde. Et on dit souvent de manière triviale au Cameroun, il y a le vivre ensemble, ce qui fait problème, c'est le manger ensemble. Alors, docteur David Eboutou, monsieur Amenda, qui fait bien de nous rappeler qu'il est un élu dans sa formation politique, estime que le climat électrique et les différentes tensions dont on parle, c'est tout à fait banal, peut-être c'est pas le mot qu'il a utilisé, et à l'approche de toutes les joutes électorales, comme c'est le cas au Cameroun, on assiste à une peut-être montée en puissance des tensions. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est ce qu'il dit. Cela m'a fait tiquer quand je l'ai suivi dire cela. Parce que ce que M. Almeida doit savoir, c'est que la stabilité de son régime, le régime RDPC, il va même de la capacité de l'État à gérer les tensions que l'on voit ici et là. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer les tensions qui se multiplient au quotidien dans notre pays, dites-vous très bien que les lendemains sont incertains. Rappelez-vous, M. Almeida, de décembre 2010, le printemps arabe. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Ce que nous dénonçons aujourd'hui au Cameroun, ce qui se vit aujourd'hui au Cameroun, c'est ce qui s'est vécu en Tunisie il y a quelques années. En Tunisie, c'était des tensions de partout. Et les Tunisiens eux-mêmes, de leur propre témoignage, en sont arrivés à dire qu'ils n'ont jamais connu autant de goulots de tensions dans chaque secteur d'activité. C'est ce que le Cameroun vit. Et la suite, vous connaissez, c'est qu'un jeune homme qui est allé vendre des fruits dans un petit marché s'est vu ramasser... Bouazizi s'appelait. Mohamed Bouazizi. Et la suite, c'est qu'il est allé simuler au carburant. Et avec l'aide des réseaux sociaux, vous connaissez la suite. La fuite du président de ce pays-là, hein, Al-Sisi. Et par la suite, cela c'est comme effet de contamination. Il y a eu d'autres pays, l'Égypte a été chargée jusqu'au Yémen. Donc il faut faire très attention. Il faudrait plutôt s'interroger sur la capacité de l'État aujourd'hui à assurer une réponse efficace à toutes ces crises-là. D'autant plus que ces crises que nous vivons aujourd'hui, en 2025, ne peuvent pas simplement se justifier par le simple fait d'une année électorale. Nous avons connu souvent des enjeux majeurs, des enjeux divers dans toutes les années électorales. Mais le problème, c'est que cette année-ci est l'aboutissement d'une somme de crises que le Cameroun connaît depuis au moins 5 ans. La crise anglophone, les différentes crises dans les frontières, le nord, au niveau des frontières, avec Boko Haram, à l'est même, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de crises aujourd'hui. Mettez le micro, s'il vous plaît. Alors, je sais pas ce qui se... Alors, je veux prier Pierre Lebon de vous prêter un temps soit peu le sien, le temps que les techniciens s'affairent à remettre celui-là. Donc, je disais qu'il faut faire très attention, sur le temps plus que, en réalité, on ne peut pas tout justifier par le fait que nous sommes à une année charnière qui charrie beaucoup d'enjeux. Non, parce qu'effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a comme un aboutissement, un effet de glace, de l'ensemble de ces crises que l'on a connues depuis au moins 5 ans, la crise anglophone, Boko Haram ici et là, ainsi de suite. Et on a bien l'impression que une année comme celle-ci pourrait être en réalité l'année où
où les uns et les autres se disent qu'il faut sanctionner justement le parti de M. Almeida pour comprendre que s'ils n'ont pas été capables de gérer des petites crises, ce n'est pas en 7 ans qu'ils pourront gérer des petites crises qui s'annoncent déjà et qui s'ensemencent déjà maintenant. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ce niveau. Maintenant, dans notre point de vue, je crois qu'il faut quand même rappeler, et je suis très d'accord avec Soulé et l'aîné Lebon, le Cameroun a des difficultés économiques. Ça c'est clair. Et ces difficultés économiques, effectivement, ne sont pas, sont difficilement, on ne peut ne pas les lier à la mauvaise gouvernance de notre pays. Parce que quand vous voyez effectivement comment le partage des richesses se fait, quand vous interrogez la gouvernance économique, financière au quotidien, vous vous demandez, en comparaison avec ce qui se fait ailleurs, vous arrivez à tomber des nues. Le Cameroun aujourd'hui, c'est plus de 37 ministères, c'est une 70aine de ministres. Leur niveau de vie, comme le disait M. Lebon, qui contraste avec l'état de précarité de la population, peut amener à des frustrations. Et ce sont justement ces frustrations-là qui conduisent à des crises. Donc, quand on parle de tension sociale, c'est un sujet assez sérieux parce que on voit très bien qu'il n'y a pas de secteur socio-professionnel aujourd'hui qui ne soit lésé par des tensions. Toutes les sphères de la société aujourd'hui sont frustrées. Donnez-moi un seul secteur. Et je vous dirai, voilà ce qu'ils font aujourd'hui voilà ce qu'ils font aujourd'hui pour s'apprêter à dénoncer un certain nombre de malaises qui habitent ce secteur-là. Comme pour dire que je crois qu'il faut faire très attention. Parce que on ne sait jamais comment on arrête une crise. C'est ça. Mais au moins, on sait quand une crise commence, mais on ne sait jamais elle commence. À quel moment le Cameroun aujourd'hui boue un peu de partout. Et il est donc un peu, je dirais, léger de balayer d'un revers de la main cette tension sociale-là qui commence à s'accumuler dans Alors, celui qui préside aux destinées de la République, celui à qui le peuple a confié une partie de son pouvoir, à court terme, à très court terme, quel type d'acte peut-il prendre, au moins pour calmer les tensions et créer ainsi un climat de sécurité? Déjà, avant de répondre directement à votre question, vous savez que moi, je fais partie de la caste des citoyens qui ne croient même plus en la capacité du président à s'impliquer directement pour influencer le cours de vie des Camerounais. Parce que si vous prenez le gouvernement, nous avons l'un des gouvernements les plus incompétents, mais qui reste en place. Quand je dis incompétent, nous parlons d'une crise anglophone. Lui-même le reconnaît dans ses discours. Je prends un exemple. Si vous prenez la crise anglophone, on vous dit que la crise anglophone est quand même le fruit de quelques-uns qui sont encore au gouvernement. Les gars du consortium qui, à l'époque j'étais encore avec Akbar Bala il y a quelques jours, qui me disaient que cette crise aurait pu trouver des solutions au départ, si effectivement les solutions proposées par le consortium avaient été prises en compte par le gouvernement. Plus tard, on a donné une suite à ces revendications et plus, sauf que la situation... Et ceux des membres du gouvernement qui étaient pointés du doigt et qui avaient été cooptés, désignés par le président pour trouver des solutions à cette crise-là, sont toujours là. Donc, cela nargue même ces compatriotes anglophones-là qui se disent finalement qu'on ne les prend pas en compte. Si vous prenez le secteur de la vie sociale ou les Camerounais, vous voyez ces mêmes figures à la télévision. Donc, je crois que... Mais attends, mais de quoi parlons-nous? Mais un remaniement dans un contexte comme celui-ci, vous pensez que c'est encore possible? Le président va mécontenter des gens et ça peut avoir un impact sur... Écoutez, je sors avant que les grands frères ne prennent la parole. Mais combien de crises se sont amoncelées depuis quelques années? Prenez le cas de la crise évoquée par le grand frère Lebon tout à l'heure, la crise de la Covid. Mais il y a bien eu des noms, il y a bien eu des ministres qui se sont retrouvés en train de gérer des portions de fonds de cette Covid-là, avec tous les scandales que l'on a dénoncés. Mais ils sont toujours en place. Comment pensez-vous que nous, leurs sujets, les gouvernés, qui regardons cela à distance, quel regard allons-nous poser sur cette gouvernance-là? Si ce n'est qu'en réalité, il s'agit d'une gouvernance incompétente qui ne peut plus en réalité nous apporter des choses. Et c'est pour cela, je sors, qu'il est difficile de penser que si on n'a pas pu régler des problèmes basiques, des problèmes de petites tensions, des problèmes des enseignants, des médecins, etc. Et qu'on vienne vous dire qu'on réclame encore 7 ans, mais pour faire quoi? Très bien, on vous a bien compris. Au-delà de la réaction que vous voulez avoir, quid de la presse? On a le sentiment que certains médias sont utilisés pour faire la basse besogne et envenimer ce climat de tension. Mettez votre micro, s'il vous plaît. 2 minutes pour qu'on sorte du sujet. Je ne sais pas, tout à l'heure, nous avons évoqué le journal de Pierre Elanga Lebon, signature,
qui a toute la ressource humaine pertinente, mais qui, parce qu'il veut faire son boulot, n'a pas droit à certains financements. Alors qu'à côté, vous avez une presse instrumentalisée où vous avez le sentiment qu'il y a un ministre qui est le rédacteur en chef, celui qui propose les titres, celui qui propose les unes, et c'est tout cela. Il faut arrêter ça. Mais ce que je voulais fondamentalement dire pour rejoindre David, c'est qu'on ne peut plus rien attendre, n'est-ce pas, de M. Biya actuellement. Même s'il fait un remaniement, ça sera toujours dans le cadre de la République de quelques individus, c'est-à-dire que qui ont confisqué la République. Nous vivons un capitalisme sauvage, un capitalisme en réalité qui est très mauvais pour le Cameroun. Et comme on disait, vous-même vous l'avez dit, nous avons deux républiques, bien deux tribus, la tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ne mangent pas, n'est-ce pas? Alors, cette frilosité qu'on observe fait extérioriser ce que j'appelle, n'est-ce pas, une communauté croisée des intérêts. Et c'est cette communauté croisée des intérêts qui peut faire cramer le pays un de ces 4 matins. Et aujourd'hui, vous savez, M. Okol, nous avons vu le président de la République arriver. Aujourd'hui, nous sommes soixantenaires. Nous avons le droit à la parole et nous pouvons conseiller au président de la République, n'est-ce pas, d'aller au village. D'aller au village, même de promouvoir une candidature au sein du RDPC. Le RDPC a les Amenda, vous avez le Pierre le bon, je ne sais pas s'il y est toujours. Donc, il y a beaucoup de la ressource. Parce que, M. Okol, le président de la République, David, tu peux le confirmer, ne connaît plus les hommes qu'il utilise. D'accord? À 92 ans, peut-être les gens avec qui il joue au Songor, c'est Timirouna, c'est Nyat, c'est Clément Atangana, ou bien Martin Bangangele. Quand vous enlevez cela, les gouvernements et les nominations qui lui sont proposées sont faites par les réseaux, par les lobbies. C'est eux qui prennent la République en otage. Donc il faut aujourd'hui une nouvelle dynamique. Il faut un homme de charisme qui peut se lever, qui peut sortir d'un confinement aussi physique, aussi prolongé que celui dans lequel s'est mis le président de la République. Nous pensons que nous conseillons au président de la République de trouver dans le RDPC quelqu'un, n'est-ce pas? De toute façon, on a dit qu'on peut laisser tomber les textes du RDPC parce que le président national du RDPC est au-dessus des textes. Il y a certains qui l'acceptent, d'autres qui ne respectent pas, donc il s'en fout de tout cela. Donc, il peut trouver un homme. Il y a beaucoup de bras dans le RDPC qui peuvent aujourd'hui challenger les autres. Et la tension s'accélère, c'est là où je vais chuter, est de plus en plus accélérée parce que aujourd'hui, le RDPC est le seul qui ne sait pas si effectivement M. Biya sera candidat ou il ne le sera pas. Et du coup, on regarde la montée des tensions parce que la peur a changé de camp. La peur n'est plus au niveau de l'opposition, la peur est au niveau, n'est-ce pas, du RDPC, où tous les gars, n'est-ce pas, qui se battent, qui s'apprêtent, n'est-ce pas, à faire la dernière bataille autour de la dépouille, n'est-ce pas, sont là, la dépouille présidentielle, parce que tous veulent être là, tous veulent accéder à la magistrature suprême. Quand vous parlez de la dépouille, c'est pas que vous souhaitez. C'est une figure de... Non, je tiens à le dire, parce que vous savez que le CNC veille. Je voudrais bien que... on comprenne que c'est une figure de style. Le CNC a quand même Georges Tchebon, qui est un brillant journaliste. Tout à fait. Que je connais depuis très longtemps, qui sait qu'il y a des figures de style. Je ne parle pas d'un Biya mort. La dépouille en ce sens qu'il doit laisser le pouvoir à X ou Y. Alors, sa dépouille ici, aujourd'hui, n'est-ce pas, autour de la dépouille, rôde des gens qui veulent accéder au trône et qui pensent chacun être l'héritier de M. Biya. Et du coup, ils sont nombreux. Et quand vous voyez l'autoflagellation, quand vous voyez la guerre des clans, quand vous voyez le taux de destruction, vous comprenez que il y a beaucoup de types de personnes qui pensent que dès que le président Biya dit « je pars au village », vous allez voir les machettes et les couteaux qui vont sortir. C'est pour ça qu'il est intéressant pour nous que dès maintenant, qu'il désigne. Il peut, en 2018, on lui avait fait la proposition de désigner 5.
il avait accepté 5 et qu'à la dernière minute, il choisisse 1. Je dis en 2018, je suis un journaliste assermenté, je sais de quoi je parle, mais à la dernière minute, les gens qui attendaient qu'il choisisse dans le quintet ont appris que on a envoyé Moloaelo déposer sa candidature et les gens ont été extrêmement déçus. Et ils ont compris que le président fidèle... Donc il a la solution de la décrispation, le président de la République. Oui, alors, la première solution, c'est qu'il laisse. D'accord. D'accord, parce qu'aujourd'hui, il ne connaît plus la ressource humaine qu'il utilise. Il ne la connaît plus. Il est bien fait aujourd'hui pour repartir au village et jouer au songo et désigner. Il peut le faire encore dans la shortlist dont il dispose. Il en a une au moins et il peut le faire. Le Minat qui joue dans le camp de quelqu'un active ou alors il crée un climat de belligérance et accentue, volontairement, bien sûr, il le fait volontairement, il accentue, n'est-ce pas, l'exacerbation des populations et même des foyers de tension qui peuvent, pour quel objectif? Qui peuvent envenimer le peuple. L'objectif est simple, c'est que on s'apprête à vivre, n'est-ce pas, une élection, pour ne pas dire la plus délicate dans l'histoire, n'est-ce pas, des années de pouvoir du président Biya, parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de le repositionner candidat à la candidature, alors qu'il a fait 42 ans. On n'a pas beaucoup vu ce que le nouveau nous a apporté, et qu'on veuille aujourd'hui le positionner pour un mandat de 7 ans encore, ça veut dire que... Vous êtes contre la candidature du président Biya à la prochaine élection présidentielle? La candidature de Paul Biya est à 75% au centre, 75% au centre du malaise social. D'accord? Parce qu'il a fini par nous démontrer que... Mais la Constitution lui en donne droit. Je ne sais pas ce que vous appelez Constitution. La Constitution est faite par les hommes, pour les hommes. Elle devrait répondre, n'est-ce pas, aux attentes des hommes. Lorsque vous réussissez à faire d'un pays, n'est-ce pas, que le Cameroun se limite à quelques individus, ça pose un problème de savoir que chaque fois qu'il y a un remaniement, chaque fois qu'il y a des nominations de DG, n'est-ce pas, on prend les mêmes qui ont été là longtemps à l'avance, n'est-ce pas? Quand vous arrivez à l'Est, vous prenez Ouli, comment vous appelez Moni, vous la nommez membre du Conseil constitutionnel, alors qu'elle a été sénatrice, alors qu'elle est membre du comité central du RDPC, représentant régional, ça pose un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de constitution, c'est une histoire de ce qu'il y a des exacerbations comme celle-là qui pose un problème. Et lorsque vous avez quelqu'un qui s'amuse à dire qu'il va sortir le moulinette, je ne sais pas si c'est là ou là, pour écraser, faire des condiments, 2 candidats qui ont été respectivement 2e et 3e à la présidentielle de 2018, ça pose un autre problème. Le Cameroun est l'un des rares pays qui aujourd'hui s'apprête à 6 mois d'une élection présidentielle. Il y a tout pour un seul candidat et les autres, on a le sentiment qu'ils ne peuvent même pas être candidats. D'accord? Comment apaiser la situation? Non, mais le drame, c'est que ceux qui devaient apaiser sont ceux qui jettent constamment, n'est-ce pas, je sais pas, c'est du feu dans l'huile, ou bien, je sais pas, choisissez ce que vous voulez. Donc, ça devient compliqué. Je pense très sincèrement que l'une des choses aussi qu'il faut faire, il faut neutraliser le Minat. Le Minat, aujourd'hui, n'est plus capable, il n'est pas capable de nous rassurer.